Bonsoir à tous, merci de votre fidélité à notre grand oral hebdomadaire. Notre grand oral du jour est écrivain. Ses ouvrages servent souvent de référence et de repère pour tenter de voir plus clair sur la marche du monde. Bonsoir Jacques Attali. Bonsoir monsieur. Merci d'avoir accepté notre invitation. Le monde, mode d'emploi. Comprendre, prévoir, agir, protéger, c'est votre dernier ouvrage paru chez Flammarion. Nous en parlerons largement ce soir avec nos GGMO, Barbara Lefebvre, enseignante et essayiste, ainsi qu'Yves Deray, rédacteur en chef de Forbes France. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Et si vous le voulez bien, Jacques Attali, ouvrons ce grand oral avec quelques questions, cartes sur table. Alors l'objectif de cet ouvrage, Jacques Attali, est ambitieux, rassembler tout ce que chacun devrait savoir sur la marche du monde et son avenir. Finances, politique, géopolitique, écologie, culture, lutte sociale, ordre marchand, les impasses d'un monde sans cœur, on verra tout à l'heure ce que ça veut dire, les menaces mortelles comme le climat, l'hyperconflit, l'artificialisation et puis enfin, et cela va aussi nous intéresser ce soir, les outils de ce que vous appelez le grand virage, autrement dit des solutions à encourager, à accorder, voire à imposer aux populations pour s'en sortir. Pour commencer, Jacques Attali, les 4 verbes que vous utilisez... Non, surtout pas imposer. Non, surtout pas imposer. Ah, vous utilisez le mot imposer. Surtout pas imposer. Je l'ai justement relevé dans votre ouvrage. Vous utilisez le mot d'interrogation. Avec un point d'interrogation et je conclus qu'il ne faut pas le faire. Ne me prêtez pas des propos que je ne tiens pas. Je le lis à un moment. Bon, on verra tout à l'heure alors justement. Les 4 verbes que vous utilisez m'ont interpellé. Comprendre, prévoir, agir, protéger. On a l'impression d'entendre parfois le diagnostic d'un docteur face à un virus ou à une pandémie. Le monde est à ce point-là infecté ou malade, Jacques Attali ? Non, le monde suit son cours. Ce n'est pas un diagnostic de médecin. Puis il peut y avoir des diagnostics de médecins qui concluent que la santé est bonne. La santé n'est pas très bonne. En fait, j'essaye de faire dans ce livre une synthèse de tout ce qu'on sait, tant sur l'histoire du monde que sur son état actuel et sur les dangers qui sont extrêmes, puisque je parle de 3 risques de suicide. Vous voyez, donc c'est un médecin qui pronostique le suicide de son malade, c'est pas très fréquent, puisque nous tenons entre nos mains notre propre guérison. Pas besoin de Deus ex machina ou de solutions qui viendraient de l'extérieur. Mais les risques sont absolument gigantesques et j'ai essayé de façon aussi pédagogique que possible d'expliquer avec vraiment un point de vue très global les grands enjeux et en essayant de faire comprendre que si on veut comprendre le temps présent, on a besoin de l'histoire. Si on veut comprendre l'avenir, on a aussi besoin de l'histoire parce que l'avenir est d'une certaine façon inscrit dans le passé et qu'on ne peut pas régler des problèmes sans regarder non seulement dans le temps, comme je viens de le dire, mais aussi dans l'espace parce que presque tout est global aujourd'hui. Alors vous présentez dans cet ouvrage les cœurs du monde, ceux qui ont dirigé l'ordre marchand génération après génération, Bruges, Venise, Anvers, vous allez jusqu'à la Californie au début des années 2000. Mais pour la suite, votre réflexion peut surprendre. Et j'aimerais vous entendre là-dessus, parce que les États-Unis sont en déclin, vous le confirmez, mais pour vous, ce n'est pas la Chine qui habitera en 2050 le cœur de l'économie et de la politique mondiale. Pour quelle raison ? Cette opinion va à contre-courant. D'abord, j'essaye de montrer qu'il y a eu 3 formes d'organisation du pouvoir successives depuis au moins 8000 ans, c'est-à-dire depuis la sédentarité des hommes, qui était l'ordre rituel, gouvernement par le religieux, l'ordre impérial, gouvernement par le militaire, et depuis l'an 1000, 1100 à peu près, progressivement s'est installé en Europe, puis très largement à l'échelle du monde, un ordre marchand ou capitaliste, selon la façon dont on peut l'exprimer, mais qui n'est pas seulement capitaliste et qui est aussi beaucoup plus vaste que ça. Avec une puissance qui restait la première puissance du monde jusqu'au XVIIIe siècle, mais qui a resté impériale et isolée, c'est l'empire chinois. Et en effet, le système marchand s'est organisé à chaque fois avec une forme, qui est l'espace dans lequel la marchandise et le capitalisme s'installent. Dans la forme, il y a un cœur, c'est là où se trouve l'essentiel des technologies, des intellectuels, de la finance, de la maîtrise des prix,
des grands capitaines d'industrie, du pouvoir dominant, qui est en général un pouvoir fort, mais un pouvoir plutôt démocratique. Et en effet, les 9 cœurs successifs, qui sont maintenant à peu près reconnus et admis par l'ensemble des économistes, des historiens économiques, c'est dans l'ordre Bruges, Venise, Anvers, Gênes, Amsterdam, Londres, Boston, New York et Los Angeles, San Francisco, la Californie. Et à chaque fois, une crise sépare deux cœurs, une crise qui est retardée par un endettement, elle est dépassée par, en général, une guerre qui oppose un cœur avec un rival. Le rival qui s'y oppose ne réussit en général pas à prendre le pouvoir, c'est quelqu'un qui s'est tenu à l'abri de la guerre qui prend le pouvoir, avec une nouvelle technologie, en général une technologie de l'information ou une technologie de l'énergie, ou les deux à la fois, qui à chaque fois structure une nouvelle organisation autour de nouveaux biens de consommation. Les derniers biens de consommation ont été l'automobile, puis les biens d'équipement ménager, puis l'ensemble des technologies numériques de mouvement nomade. Et ce qui est en train de surgir, c'est en effet, nous sommes depuis 2007 dans une crise du cœur californien, et la question se pose de savoir si ça va être un nouveau cœur américain. Après tout, pourquoi pas? Les États-Unis ont été 3 fois le cœur, il pourrait l'être un 4e. On parle de l'ensemble Texas-Floride, qui a beaucoup de qualités pour l'être, mais les États-Unis vont être une puissance déclinante en valeur relative, avec beaucoup de problèmes intérieurs, et je ne pense pas qu'ils aient les pouvoirs de rester au-delà de la crise actuelle comme la puissance qui domine le monde. La Chine a beaucoup de raisons de prétendre, en tout cas une ville chinoise, un port chinois, parce que vous avez remarqué que les cœurs sont toujours au bord de la mer, pour des raisons sur lesquelles on pourra revenir. Et la Chine a beaucoup de raisons de pouvoir l'être. Elle est une grande puissance démographique, elle est une grande puissance technologique, puisqu'elle a les moyens d'expérimenter les technologies de demain sans prendre véritablement de précautions en termes de liberté publique, tant en matière de génétique qu'en matière d'intelligence artificielle. Elle va avoir la 2e armée du monde en 2050. Mais il y a beaucoup de problèmes qui se posent à elle. Elle est une société extrêmement inégalitaire, extraordinairement corrompue, dirigée comme on sait par un parti totalitaire. Or, l'expérience, en tout cas l'histoire, montre qu'aucune nation, aucun cœur ne s'est installé, qu'une ville, une région n'a pu devenir un cœur s'il n'était pas en transition ou déjà démocratique, parce que c'est ça qui crée l'attirance des élites extérieures, l'attirance des innovations, donc pas de démocratie chinoise, pas de cœur. La possibilité de faire fortune. C'est ce que vous venez de résumer d'une façon télégraphique ce que j'essaie de dire d'une façon un petit peu plus sophistiquée, mais en effet c'est cela. Alors est-ce que la Chine d'ici à 2050 deviendra une démocratie? C'est possible, on a vu l'expérience soviétique. En tout cas, l'économie de marché a besoin d'une démocratie, parce que l'économie de marché crée des richesses. Aujourd'hui, il y a plus de riches en Chine qu'aux États-Unis, mais les riches ont besoin de voir s'affirmer, même la classe moyenne, un état de droit pour que la propriété ne soit pas arbitrairement confisquée. Or, aujourd'hui, ce n'est pas le cas en Chine. Donc, il y a un conflit entre économie de marché et système politique. Et chaque fois qu'on a connu ça, jusqu'à l'expérience russe, l'économie de marché a l'emporté à installer une démocratie. Ça a failli arriver en Russie, c'est arrivé au Chili, c'est arrivé en Espagne, c'est arrivé partout. C'est pas arrivé en Russie parce que la démocratie russe a été accaparée par un système qui a remis en place le système impérial qui n'était pas spécialement soviétique, mais qui était le système qui existait en Russie depuis au moins 1000 ans. Et on peut penser que la Chine aura, elle aussi, le plus grand mal, puisque ça fait, comme je l'ai dit, plus de 3000 ans qu'elle est un empire, elle aura le plus grand mal à passer à une démocratie, d'autant plus que chaque fois qu'elle a tenté de donner plus de liberté à son peuple, ça s'est traduit par des guerres civiles, l'écloîtement du pays. On a parlé à certaines époques des 5 royaumes, de la guerre des royaumes combattants, etc. C'était une période de guerre civile. Enfin, j'ajoute que la Chine se heurte à d'énormément de problèmes écologiques, alimentaires. Elle ne peut plus se nourrir elle-même. D'ailleurs, si elle s'intéresse à l'Ukraine, c'est parce que l'Ukraine produit l'essentiel du soja dont elle a besoin pour nourrir ses porcs, PORC, et que la Chine a énormément de problèmes écologiques et que, par ailleurs, l'histoire chinoise nous montre qu'elle n'a jamais été une nation à vocation impériale, l'empire du milieu, c'est-à-dire concentré sur elle-même ou sur lui-même.
Donc, toutes ces raisons me font penser que la Chine ne saura pas, ne voudra sans doute pas, et ne pourra pas en tout cas, être la superpuissance qui imposera sa monnaie, sa culture, son mode de pensée. Elle ne réussit d'ailleurs même pas à imposer son mode de pensée en Asie, puisque c'est la Corée et le Japon qui ont imposé une culture asiatique, même en Chine. Toutes ces raisons, c'est le cas aussi en musique. La musique chinoise ne domine pas l'Asie, et moins encore le monde. Donc toutes ces raisons me font penser que, même si la Chine sera une superpuissance, bien sûr, elle ne sera pas le prochain cœur. Ce qui m'amène à penser qu'on est dans une période où ce ne sera ni les États-Unis ni la Chine, que l'Europe, à moins d'avoir un sursaut qui l'amènera à avoir ce qui est nécessaire pour être une superpuissance, c'est-à-dire une armée, ne le sera pas, que l'Inde, en 2050, ce sera trop tôt pour elle, en effet, ce sera une immense puissance, qu'en Afrique, le Nigeria a vocation d'être une superpuissance. En 2050, il y aura plus d'habitants au Nigeria qu'aux États-Unis, mais ça restera une puissance très, très faible. Le deuxième partie du XXIe siècle sera certainement africo-indienne, mais pas d'ici à 2050. Alors, donc, je pense qu'on sera dans une période où il n'y aura pas de cœur. Alors, période sans cœur et des menaces. Certaines menaces que vous évoquez dans cet ouvrage. Dans un instant, je laisserai la parole à Barbara Lefebvre pour évoquer celle du climat. Mais vous parlez aussi de la menace de l'hyperconflit. Et vu de Tel Aviv, évidemment, vous en doutez, Jacques Attali, ce qui m'a intéressé, c'est l'évocation dans votre livre d'un conflit qui s'amplifierait entre Israël et ses voisins. Et vous écrivez notamment, et vous citez, l'Iran et les Palestiniens. Vous êtes donc de ceux qui craignent une guerre Iran-Israël ? Ne réduisons pas la vision globale que j'essaie d'apporter à une question locale, même si vous connaissez la blague des deux vieux juifs sur un banc à Montevideo. Si vous ne la connaissez pas, je vais vous la raconter dans une seconde. Bah vous oui, direz si je dois la raconter. Mais oui, alors ces deux vieux juifs qui ont traversé toutes les tragédies de l'Europe, Auschwitz, les ghettos polonais après la guerre, etc., et qui sont réfugiés à Montevideo. Et un dimanche après-midi, ils sont tous les deux sur un banc, et il y en a un qui lit le journal et qui dit « Est-ce que tu as vu, le Brésil a battu l'Argentine 2-0 ?» Et l'autre se retourne vers lui, il regarde et lui dit « C'est bon pour nous, ça ?» Voilà, on a tous ça dans l'esprit, de se poser la question, de savoir si, quand quelqu'un vous raconte quelque chose de a priori extérieur, si c'est bon pour lui ou pas. C'est pas spécialement juif, c'est vrai pour tous. Donc vous avez raison de me poser cette question. Il y a énormément de sources de conflits dans le monde. Il y a la guerre actuelle, il y a la guerre qui menace entre la Chine et Taïwan, qui d'ailleurs est un copier-coller de ce qui se passe entre l'Ukraine et la Russie. Il y a la Corée du Nord qui devient une puissance nucléaire, qui, si elle le devient, entraînera nécessairement la Corée du Sud à devenir une puissance nucléaire, et donc le Japon à devenir une puissance nucléaire, et donc l'Indonésie à devenir une puissance nucléaire, et donc l'Australie à devenir une puissance nucléaire, et à ce moment-là, plus personne ne pourra retenir personne. Le fait d'avoir laissé la Corée du Nord avancer dans cette direction a ouvert les vannes, peut-être plus encore que ce qu'on a laissé faire à l'Iran. Maintenant, oui, la guerre menace depuis 30 ans entre l'Iran et Israël, pas spécialement nouveau. Tant en Iran directement que par le biais du Hezbollah, cette menace est là. Maintenant, en même temps, on le voit là, je connais bien l'Iran pour y avoir été très souvent, quand j'étais très jeune avant le Shah. C'est un peuple extraordinaire, une grande civilisation, monothéiste avant la Bible. Je vais choquer des gens en disant ça. Les Gathas et la civilisation proprement perse antérieure à nos trois monothéismes, c'est une civilisation extraordinaire. Et donc j'ai grand espoir que la jeunesse iranienne, associée au reste de la jeunesse du monde arabe, va faire sauter ce régime barbare. Alors ça, c'est pour nos questions cartes sur table. Je vais maintenant donner la parole à nos GGMO qui sont avec nous dans l'autre studio parisien, Barbara Lefebvre et Yves Doré pour nos questions Allô le Monde. Et pour vous interpeller sur ces questions internationales et écologiques, je vais donner maintenant la parole à Barbara Lefebvre. Oui, alors Jacques Attali, vous évoquez justement dans la question de cette menace existentielle qu'est l'artificialisation, la question écologique évidemment. Et dans cette question écologique, j'aimerais qu'on discute, que vous puissiez nous expliquer
en particulier la question de l'éthique animale et à quel point elle est au centre précisément des bouleversements et des virages qu'il nous faut prendre. Parce que s'il y a bien un des éléments de l'écologie et de l'environnement que nous avons artificialisé en premier, à travers notamment la domestication, c'est bien les animaux. Et Homo sapiens, même s'il a un néocortex plus développé que certains autres animaux, reste un animal. Et l'animal humain a bien du mal parfois à comprendre que s'il veut réparer le monde, c'est quand même un des objectifs aussi de la culture juive, le tikkun olam, il va falloir qu'il révise cette vision anthropocentrée pour s'intéresser à l'animal sous un autre angle. Et vous invitez précisément aussi à réduire la consommation de viande, notamment. Vous l'expliquez très clairement dans votre livre. Comment est-ce qu'on peut aller vers cette nécessaire réduction de l'élevage qui produit, outre les gaz à effet de serre, énormément de souffrance chez les animaux, mais aussi chez les agriculteurs, en particulier les agriculteurs qui doivent subir le productivisme qu'on leur a imposé depuis 50 ans. Comment est-ce qu'on peut faire ce virage sans en arriver à avoir un autre regard sur les animaux et en particulier peut-être à leur accorder enfin un statut de personne et non plus les mettre systématiquement dans la catégorie des biens d'un point de vue juridique? Vous avez tout à fait raison. Moi, je plaide dans ce livre pour considérer la nature comme un agent de droit et non pas un sujet de droit. Et donc, comme ayant une personnalité juridique, pas seulement d'ailleurs les animaux, mais aussi les fleuves et une grande partie de la nature. Ça leur donner une personnalité juridique changerait tout. Les faits sont écrasants. Il n'y a pratiquement plus d'espèces animales artificielles. La biodiversité est détruite. Et l'est en plus encore. Il y a artificialisation des animaux à partir de la domestication, mais bien après, avec tout ce qui a été les hybridations. Et il y a aussi l'artificialisation des sols, tant pour l'agriculture que pour la construction urbaine. Et l'artificialisation des sols détruit la biodiversité. Or, la biodiversité, c'est la condition de la capture du carbone et du maintien de la vie, et qui est la condition même de la vie humaine. Je pense que la seule façon d'y arriver, c'est de faire comprendre, et c'est ce que j'essaye de faire dans ce livre, que c'est dans notre intérêt. Je ne pense pas qu'on y arrivera en demandant aux gens d'accepter, de considérer les animaux et les arbres comme des êtres méritant notre respect, sans passer par une phase intermédiaire qui est de considérer que c'est notre intérêt de les considérer ainsi. Pourquoi c'est notre intérêt? D'abord parce que la viande à rouge est un poison. Maintenant, tout le monde le sait, et on y reviendra quand on ferait peut-être parler de la distinction que je fais entre l'économie de la vie et l'économie de la mort. C'est un poison que nous n'avons pas intérêt à manger. C'est un poison pour nous, c'est un poison pour les sols dans la façon dont on l'utilise, dont on le fait. Donc manger un peu de viande rouge, c'est bien, à condition qu'elle soit bonne, etc. Un peu, mais on sait qu'il faut en manger le moins possible. Je ne dis pas du tout, mais le moins possible. De plus, la production animale consomme énormément d'eau. Or, nous allons manquer d'eau, sauf à faire des mutations énormes en matière de réutilisation des eaux usées, en matière de désalinisation, supposer qu'on puisse le faire avec des énergies renouvelables, c'est beaucoup d'autres sujets. Donc nous avons besoin d'économiser l'eau, ce qui suppose là aussi de moins produire, je parlais du soja tout à l'heure pour les porcs, de moins produire des quantités de ressources végétales et animales qui consomment des quantités d'eau extraordinaires dont nous n'avons pas besoin pour nous nourrir. Donc il nous faut prendre conscience que c'est notre intérêt, tant en termes de santé directement en consommant beaucoup moins de viande rouge, et en comprenant que c'est notre intérêt aussi par les conséquences que ce genre de transformation a sur l'artificialisation, en comprenant qu'au-delà, l'hybridation est en train d'aller, moi ça fait très longtemps que j'alerte sur ce danger, vers l'hybridation homme-animal, qui commence par des choses extrêmement anodines et tout à fait acceptables, comme l'utilisation de certaines parties du porc pour des greffes humaines, qui aujourd'hui est pratiquée, tant pour des greffes de cornée que pour des greffes cardiaques ou de foie, d'une façon encore extraordinairement expérimentale, mais qui viennent et qui vont au-delà vers ce que je note comme étant une lourde tendance vers l'artificialisation de l'homme, qui va, passant par
la GPA et l'utérus artificiel, la matrice artificielle, aller très très loin par la dualité de l'artificialisation biologique, dont je viens de parler à l'instant, et de l'artificialisation digitale, dont nous sommes aujourd'hui les témoins. Donc toutes ces tendances devraient nous pousser à comprendre que c'est notre intérêt de ne pas traiter les animaux comme des objets, mais comme des sujets de droit, et que non seulement c'est notre intérêt, mais c'est aussi quelque chose dans lequel on peut trouver notre plaisir. J'ajoute une dernière dimension, la biodiversité crée les conditions d'une capture du carbone, donc elle est bonne en soi pour améliorer la situation climatique et pour améliorer l'efficacité agricole et réduire la quantité de pesticides, poisons et des engrais azotés qu'il faut éliminer autant que possible. Donc tout plaide en faveur de la fin du calvaire animal. Jacques Attali, je vous remercie. Dans un instant, je redonnerai la parole à Barbara Lefebvre pour poursuivre cet échange. Yves Deray interviendra également, il est en studio avec nous depuis Paris, pour évoquer ce monde et ses modes d'emploi, puisque vous parlez de modes d'emploi au pluriel. Comprendre, prévoir, agir et protéger, c'est paru aux éditions Flammarion. Petite pause et dans un instant, seconde partie de notre grand oral avec Jacques Attali. À tout de suite.